Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast de Lady Boss Mode On, dans lequel j'ai le plaisir de recevoir Valentin Montmort. Valentin est un entrepreneur et investisseur qui vit actuellement au Canada et qui est connu pour avoir bâti une entreprise de services à 6 chiffres, ce qui est impressionnant, avec moins de 1 000 abonnés cumulés sur toutes les plateformes, tous les réseaux sociaux. Valentin, bienvenue. Bonjour Amandine, merci de m'accueillir sur ton podcast. C'est un plaisir. Est-ce que je t'ai bien présenté ou est-ce que tu voudrais rajouter des petites choses? Ben non, c'est vraiment parfait. Ça fait maintenant, je suis rendu à ma 5e année d'entrepreneuriat. On vient de faire un tour de roue, fait que très content de venir partager ça avec tes auditrices et tes auditeurs pour le podcast. Et effectivement, oui, j'ai une entreprise de service où je fais plus de 100 000 dollars annuellement de chiffre d'affaires. Donc, très content de venir partager ça aujourd'hui. Je pense que c'est une success story que les gens ont besoin d'entendre parce que c'est quelque chose de réaliste et qui ne dépend pas que de la présence sur les réseaux sociaux. Or, actuellement, on a l'impression que la réussite d'un business en ligne dépend de sa présence sur les réseaux. Et Tout donc, à fait. si on est un peu introverti, si on a du mal à parler de soi, etc., bah, ça peut être des freins en fait à sa réussite, en tout cas de manière perçue. Or, toi, ta réussite, elle n'est pas du tout sur ce portage-là. Non, puis tu sais, surtout, en fait, tu sais, je dirais que ça dépend déjà de nos objectifs à la base. Pourquoi est-ce qu'on a envie de devenir entrepreneur? Parce que, tu sais, si c'est pour plus de flexibilité d'horaire, pour plus de revenus, pour pouvoir voyager en travaillant, tu sais, moi, dans mon cas, c'était pour avoir la liberté de pouvoir sauter dans un avion quand je voulais et rentrer en France auprès de ma famille, pouvoir travailler en étant de l'autre côté de l'Atlantique. C'était ça ma motivation première. Fait que, tu sais, je pense qu'il faut déjà se rappeler pourquoi est-ce qu'on a envie d'être entrepreneur, pourquoi on a fait ce choix-là. Parce que être entrepreneur, c'est choisir ses contraintes. Et donc, pourquoi on a envie de ça? Et ensuite, c'est de vraiment choisir son business model parce qu'en service, la beauté de la chose, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir énormément de clients pour arriver à vivre correctement de son activité. Et donc, qui dit ne pas avoir besoin d'énormément de clients, dit pouvoir privilégier des canaux d'acquisition beaucoup différents dans le fond des réseaux sociaux, de ne pas avoir besoin de créer des posts à longueur de semaine, de s'afficher. Tu sais, on dit maintenant sur les réseaux sociaux, il faut absolument que tu mettes ta face, tout ça. Je comprends qu'il y en a qui en aient pas envie. Et fait que, tu sais, il faut vraiment repartir de la base pour dire, OK, comment je design mon expertise, comment je design mes services pour m'assurer d'atteindre mes objectifs financiers que je me fixe et tout ça en ayant seulement quelques clients, c'est largement suffisant. C'est vrai, je suis complètement d'accord avec toi que sur la prestation de service, on vend des offres qui ont probablement un tarif un peu plus premium. En tout cas, normalement, dans l'écosystème d'offres, c'est prévu comme ça. Et après, il y a peut-être aussi du mid-ticket et du low-ticket. Voilà. Mais c'est vrai qu'on peut vivre de son activité en ayant moins de clients que si on vendait des petits bijoux faits main, ce qui ne remet pas du tout en cause ni l'un ni l'autre des business models, mais c'est des fonctionnements différents. Alors, pour le coup, ce qui m'a intéressé dans ton partage et dans ton profil, c'est que toi, tu vas un petit peu justement à contre-courant des bonnes pratiques, des stratégies qu'on nous apprend sur les réseaux sociaux comme étant l'alpha et l'oméga, la seule manière de faire. Et en l'occurrence, on a eu l'occasion d'échanger brièvement pendant le défi brutal d'Alex Martel. Est-ce que tu veux nous en dire quelques mots? Ouais, ben en fait, j'ai été. Alex m'a demandé de l'épauler, Yael et Charles, sur l'organisation du défi brutal et ensuite du programme qui suivait, Forteresse. Tu sais, j'ai vraiment aimé ça parce que, tu sais, on montrait dans le fond aux participants du défi gratuit comment vraiment mettre de l'avant leur expertise et monétiser leur expertise. Et on a pas ou peu parlé justement de réseaux sociaux. C'était vraiment sur le design de service, savoir s'entourer, etc. Et, euh, et donc, du coup, c'est vrai que c'est vraiment toutes des techniques que moi, j'ai utilisées lorsque je me suis lancé. Puis, tu sais, c'est à force d'essayer et d'itérer. Tu sais, j'appelle pas ça des essais-erreurs parce que pour moi, déjà, en entrepreneuriat, tu sais, oui, des fois, on fait des choses qui fonctionnent pas, mais pour moi, c'est un apprentissage plus qu'une erreur. Je dis souvent à mes clients ou à mes amis, tu sais, en entrepreneuriat, quand je fais une action, j'ai deux possibilités. Soit des résultats, soit un apprentissage. Fait que
C'est pour ça, en faisant des essais apprentissage et des essais itération, j'ai vraiment, c'est des choses que j'ai mis en place pour pouvoir aujourd'hui avoir une business qui me permet d'être libre de mon temps et de générer, c'est ça, un chiffre d'affaires supérieur à 100 000 et d'avoir une rémunération aussi parce que, tu sais, des fois, il faut faire attention quand on parle de chiffre d'affaires. C'est toujours très impressionnant, mais ce qui compte, c'est combien il te reste à la fin pour te payer. Fait que, tu sais, j'ai une rémunération aussi dans les 6 chiffres. Fait que c'est vraiment cool. Puis c'était important pour moi de partager ça parce que surtout aujourd'hui, à l'ère de l'intelligence artificielle, sur les réseaux sociaux, ça peut paraître frustrant quand quelqu'un qui a soi-disant la même expertise que toi, mais que tu te rends compte que dans ses contenus, c'est moins poussé que ce que toi, tu fais avec tes clients. Et en fait, c'est juste une habilité marketing que la personne a développée pour montrer son expertise à de futurs clients, à des prospects, alors que toi, c'est une habilité que tu n'as pas encore, mais que tu es meilleur que cette personne-là dans le delivery, dans ce que tu fais avec tes clients. Fait que c'était important pour Charles, Alex et moi de pouvoir outiller tous ces gens-là pour mettre les premières briques vraiment à l'exposition de leur expertise concrète pour aller chercher des mandats qui sont payants pour eux. C'était un super projet. Je dois avouer que personnellement, j'ai passé une super expérience pendant ce challenge. Et du coup, je le recommande si jamais il devait se reproduire l'année prochaine. Inscrivez-vous, vous allez voir, vous allez passer un excellent moment. Passez à l'action, c'est ça le principal. Dans ce que tu nous as partagé aussi, ce que je retiens, c'est que je trouve tu es la parfaite expression de l'expression il faut pas travailler plus, il faut travailler mieux pour avoir des résultats. Et donc, justement, à l'ère où là, il y a un ras-le-bol, j'ai l'impression collectif des réseaux sociaux parce que justement, il y a une dissonance entre le message marketing, la promesse, où on t'en promet toujours plus. Tu sais, c'est limite si on te rajoute pas un appartement à Dubaï, une tablette de chocolat à chaque fois que tu veux commander un petit produit. Du coup, les gens, bah, très honnêtement, quittent les réseaux sociaux et je peux comprendre la démarche. Toi, qu'est-ce que tu dis aux entrepreneurs que tu accompagnes ou avec qui tu échanges quand ils sont en train de paniquer en disant bah oui, mais si j'ai pas les réseaux sociaux, bah en fait, j'ai pas d'acquisition client. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Ben, en fait, je pense que les réseaux sociaux, c'est seulement une source d'acquisition. Et ça peut être tu sais, je ne veux pas non plus dénigrer les réseaux sociaux parce que pour certaines personnes, c'est une super source d'acquisition. Ça leur permet d'exprimer leur créativité, de faire marcher parce que les réseaux sociaux, c'est du inbound marketing. Fait que, tu sais, ça permet que les gens viennent à toi plutôt que de devoir t'exposer. Mais c'est pas la recette magique, puis c'est pas la seule recette qui fonctionne. Tu sais, moi, dans mon cas, déjà, ma meilleure source d'acquisition, c'est les clients existants qui soit reprennent un service différent avec moi, continuent de faire avec moi ou vont me référer à d'autres personnes. Et ça, tu vois, je trouve que c'est vraiment le canal d'acquisition le plus sous-exploité, surtout quand on est en service, le plus sous-exploité parce que, tu sais, on met beaucoup d'efforts sur aller chercher des nouveaux clients et on prend pas soin ou pas suffisamment soin des clients actuels qu'on a déjà qui peuvent soit reprendre un service complémentaire après, soit nous référer à des personnes. Puis, tu sais, ça, c'est un peu la psychologie humaine. Puis, je pense qu'on est tous pareils. Tu sais, on n'ose pas demander à nos clients de nous dire, hey, tu sais, est-ce que tu connaîtrais pas quelqu'un qui aurait besoin de mes services? Tu sais, quand tu as aimé la prestation, puis tout. On n'ose pas, on a l'impression de demander quelque chose, pas de faire pitié, mais tu sais, un peu de mendier une référence. Alors que, tu sais, mettez-vous dans la situation inverse. Vous faites affaire avec, par exemple, un photographe pour un shooting. Et là, le photographe vous dit, hey, est-ce que tu connaîtrais d'autres entrepreneurs qui auraient besoin de faire des shootings? Ça va vous faire plaisir d'en parler à 2, 3 de vos amis qui, justement, sont en train, eux aussi, d'avoir besoin de photos pour leur site Internet. Ou si vous ne connaissez pas quelqu'un tout de suite, de garder ça en contact. Puis la prochaine fois que vous entendez, de dire, oh non, mais tu sais, j'ai fait mes photos, moi, avec telle personne, ça s'est super bien passé, elle a vraiment réussi à me mettre en confiance et tout ça. Fait que c'est vraiment, pour moi, un canal d'acquisition qui est sous-exploité de se baser sur nos clients qu'on a actuellement pour leur revendre des services ou qui nous réfèrent des gens. Puis moi, dans mes 50 business, c'est 53% de mes clients qui viennent de références d'autres de mes clients. Fait que c'est quand même mon canal d'acquisition principal. Après ça, il y a le réseautage où
le réseautage, c'est peut-être un terme québécois, mais le fait d'aller dans des événements avec d'autres entrepreneurs, puis tu sais, à l'époque, on échangeait nos cartes de visite. Maintenant, on screenshot nos LinkedIn ou nos Instagram. Puis ça aussi, c'est un canal d'acquisition qui, selon moi, est sous-exploité parce que rien ne vaut le contact réel, physique. C'est juste que, tu sais, moi, au début, je détestais aller dans ce genre d'événement jusqu'au jour où j'ai une amie qui m'y a quasiment traîné de force. Et ce jour-là, j'avais rien à vendre parce que moi, j'étais complet et j'avais rien à vendre. Fait que je me suis mis vraiment dans une position d'écoute, de curiosité, de connaissance de l'autre. Et c'est vraiment, c'est vraiment à ce moment-là que j'ai découvert le pouvoir du réseautage parce que quand tu n'as rien à vendre, mais tu es là juste pour aider la personne, l'écouter, juste se sentir écouté, déjà, ça fait 50% du chemin chez un prospect. Et que tu lui donnes déjà des solutions, la personne, ça va faire augmenter son niveau de conscience et elle va vouloir travailler avec toi. J'ai jamais eu autant de rendez-vous prospects après ce réseautage-là où j'avais rien à vendre. Et maintenant, c'est vraiment une de mes sources d'acquisition aussi. Que j'utilise, là, c'est plus de 20% de mes acquisitions qui viennent d'événements de réseautage dans lesquels je vais. Puis la beauté du réseautage, c'est que oui, vous pouvez y trouver des prospects, mais vous pouvez aussi y trouver des amis entrepreneurs, des prestataires qui pourront vous aider dans votre business si vous êtes rendu là, des gens avec qui collaborer. C'est vraiment le fun. Puis oui, ça implique de sortir un peu de sa coquille et et c'est vraiment à essayer. Puis il faut sortir de manière progressive de sa coquille. Tu sais, tu vas pas aller à un événement avec peut-être 1000 personnes, quoique des fois, on passe plus inaperçu à 1000 personnes qu'avant, mais tu sais, si tu comprends ce que je veux dire. Puis, tu sais, moi, j'ai toujours été, je peux pas dire timide, mais je suis pas la personne que quand tu rentres dans une salle, tout le monde se retourne pour dire, oh wow, tu sais, Valentin est arrivé, là, tu sais, je suis plus à passer vraiment inaperçu et vraiment, tu sais, connecter avec les gens, m'intéresser à eux. Et c'est là après où ils se souviennent de moi parce que j'ai apporté des solutions. Fait que le réseautage comme deuxième source, on sous-estime aussi souvent notre entourage. Puis ça, c'est vraiment culturel, je pense, très européen et occidental, même parce qu'au Québec, c'est la même chose. Mais tu sais, de se dire, de demander pas de l'aide, mais tu sais, un peu quand même assez proche. Puis moi, c'est 20% de mes clients sur mes 5 dernières années qui viennent de mon entourage, alors que j'étais au Québec et que ma famille est française. Donc, tu sais, j'ai pas de famille ici. Mais, tu sais, moi, j'aime beaucoup l'expression qui disent, tu sais, on est à 5 personnes de connaître Barack Obama. Et dans la réalité, c'est vrai. Et peut-être que votre entourage direct, vos parents, vos frères, sœurs, les gens avec qui vous avez étudié à l'école, n'ont pas besoin de vos services, mais ils connaissent sûrement quelqu'un qui a besoin de vos services. Et c'est ça la beauté de la référence, que ce soit de vos clients actuels ou de votre entourage, c'est qu'ils transfèrent à vos prospects une partie de la confiance qu'ils ont en vous. Et du coup, ça devient beaucoup plus facile de conclure après la transaction si le service est aligné avec la personne pour laquelle est intéressée à vos services. Fait que, tu sais, c'est 3, moi, canaux d'acquisition que j'utilise. Ensuite, ben, tu sais, il y a la prospection à froid. Moi, c'est pas quelque chose qui me correspond, mais ça peut être un canal d'acquisition. Il peut y avoir la collaboration, tu sais, designer un service avec quelqu'un qui a une expertise complémentaire, puis au lieu de vendre seulement ton service, ben, tu vends la prestation groupée, puis après, tu te partages les bénéfices. Il peut y avoir aussi, tu sais, en dehors des réseaux sociaux tels que LinkedIn, Instagram qu'on connaît traditionnellement, ça peut être intéressant aussi d'avoir de la visibilité. Donc, tu sais, participer à des podcasts, écrire une infolettre, inviter sur quelqu'un qui a une infolettre, etc. Tu sais, je pense que ce qui est important, c'est de tester plusieurs choses pour sortir un petit peu de sa zone de confort. Ensuite, de trouver laquelle fonctionne le mieux et dans lequel tu es le plus à l'aise et de le systématiser. Puis ça, c'est vraiment quelque chose, je pense qu'on oublie, c'est de systématiser, surtout en service où
entre guillemets, avec très peu de clients, on peut devenir plein rapidement. On oublie de systématiser et là, on sert les gens à qui on a vendu des prestations et après, on connaît ce creux parce qu'on a oublié de continuer à prospecter et d'avoir des gens dans notre système. Fait que, moi, c'est pour ça que, par exemple, pour tout client qui rentre avec moi, si c'est sur ce que j'appelle des mandats one-shot, c'est-à-dire une date de début, une date de fin, j'ai toujours un offboarding à la fin où j'ai un système où je parle à mon client de comment est-ce qu'il peut me référer puis quels sont les avantages pour lui de le faire. Sur tout ce qui est accompagnement, donc des choses qui se répètent tous les mois sur du long terme, 6 mois et plus, après 3 mois, j'ai aussi un système où là, je fais le bilan avec mon client pour savoir comment ça s'est passé les 3 premiers mois, qu'est-ce qu'on peut ajuster, etc. Et à ce moment-là, je lui parle aussi de comment est-ce qu'il peut me référer mes services auprès d'autres gens à côté de lui. Et ça, je pense que c'est vraiment l'élément qu'on sous-estime le plus. J'ai qu'un mot à dire. Waouh, cette masterclass là, j'étais pas prête. Énormément de valeur apportée là en très peu de temps. Merci pour ça parce que tu viens de désacraliser je sais, une problématique que beaucoup d'entrepreneurs avec qui j'échange rencontrent, qui se disent Instagram, ça marche coup-ci, coup-ça, mais c'est quand même un canal sur lequel je m'appuie beaucoup. J'ai pas très envie de continuer à consommer 10 heures par semaine pour produire du contenu que même ma mère ne lit plus parce que c'est plus mis en face d'elle à cause de l'algorithme. Mais en même temps, j'ai peur, j'ai très très peur de perdre mes prospects, mes clients, etc. Donc, tu viens de donner plein de pistes différentes. Ce que j'aime bien dans tes pistes, c'est que à la fois elles sont documentées concrètement avec des chiffres de ton expérience, qu'elles s'appuient effectivement sur ton expérience, mais aussi sur des données scientifiques à plus grande échelle. C'est-à-dire que on le sait, convertir à nouveau un ancien client, ça coûte 8 fois moins cher que d'aller convaincre quelqu'un qui ne vous connaît pas de bosser avec vous. Et juste l'approche humaine, on en parle, tout le monde en parle, tu sais, comme le fameux loup blanc ou le Yeti, ou va savoir ce que c'est. Et j'ai l'impression qu'il y a encore très peu de gens qui le pratiquent, tu vois. C'est-à-dire que les gens préfèrent envoyer des cold emails, des emails de prospection froids, voire même sans les personnaliser, sans mettre de prénom, en laissant, tu sais, le champ prénom comme ça entre crochets là, plutôt que d'aller voir les gens de son entourage pour dire est-ce que tu connais pas quelqu'un qui aurait besoin de mes services? Mhm. Et c'est et tu vois, il y a ça, puis il y a aussi le fait puis ça, c'est notre peur de vouloir déranger, c'est la peur de devoir quelque chose à quelqu'un, alors qu'au final, tu sais, c'est pas parce que la personne elle va t'avoir référé un client qu'elle va te devoir quelque chose. Mais il y a aussi le fait de focuser sur ce que nous on a envie versus ce que le client a besoin. Et sur certains métiers, je pense notamment à ça, là, sur certains métiers, c'est encore plus vrai. Puis là, je vais peut-être pas me faire des amis en me disant ça, mais tu sais, je vais donner l'exemple des graphistes parce que c'est un exemple qui me vient en tête, mais je pourrais donner l'exemple des photographes aussi, là. Il y a beaucoup de graphistes qui aiment faire seulement des identités visuelles. Mais ça, une identité visuelle, une fois que tu en as une, bon, en ce moment, le marché fait que tu veux la changer plus souvent, mais tu sais, plus souvent, ça veut dire quoi? 3 ans, 5 ans, 7 ans. On s'entend qu'il te faut aller chercher des clients rapidement et beaucoup tout le temps. Mais si tu as un flow qui te permet d'avoir en continu des nouveaux clients pour faire des identités visuelles, parfait. Mais j'ai souvent des graphistes qui viennent à moi puis qui me disent oui, mais Valentin, genre, j'arrive pas à faire entrer des nouveaux clients en identité visuelle ou pas suffisamment pour pouvoir en vivre. Mais je leur dis, oui, mais tu sais, les clients que tu viens de faire là, en identité visuelle, ils ont besoin de déclinaison. Ils ont besoin de posts sur leur, tu sais, de templates pour faire des posts sur leurs réseaux sociaux. Ils ont besoin de revoir la façon dont ils font leur infolette. Tout ça, c'est des choses que tu peux faire. Alors oui, c'est de la déclinaison et c'est peut-être pas le top de ce que tu préfères faire parce que toi, tu es un créatif et que tu aimes le faire. Mais entre faire ça et ne rien faire du tout ou faire des posts qui ne te rapportent pas des clients puis qui ne te permettent pas de vivre à la fin du mois. Tu sais, tout est une question d'équilibre. Puis rien ne vaut le fait de rester top of mind, tu es en haut de la tête de tes clients. Parce que oui, peut-être que sur les prochains mois, tu vas faire de la déclinaison, mais
le client, lui, il va avoir un nouveau projet, il va avoir peut-être tu sais, nous, les entrepreneurs, on a des idées de business tous les 4 matins, il va avoir une idée de business. Puis, tu sais, si je donne mon propre exemple, ma graphiste à moi, elle m'a créé déjà 3 identités visuelles pour 3 projets différents. Fait que, tu sais, oui, elle fait de la déclinaison en attendant, mais dès que j'ai un nouveau projet, je magasine même pas un nouveau graphiste pour faire une identité visuelle. C'est ma graphiste que je vais voir et elle fait une nouvelle identité visuelle. Même chose, par exemple, si je donne l'exemple des photographes de mariage. Oui, tu sais, un mariage, c'est 1, 2, allez, peut-être 3 fois dans une vie, mais on s'entend que c'est à espace, à intervalles, on va dire longs. Fait qu'il faut toujours que tu ailles chercher des nouveaux clients. Mais, tu sais, tous les ans, tu peux fêter l'anniversaire de mariage, les noces de carton, de coton, et je ne connais pas tous les types de noces, mais tu sais, à toi d'aller à tes clients, tu sais, en plus, ça fait de l'excellent customer care en disant genre, hey, félicitations, ça va bientôt faire 1 an, voici une offre qui pourrait vous intéresser, tu sais, une séance photo pour fêter vos 1 an, vos 3 ans, etc. Où là, pour le coup, tu vas aller chercher des clients qui te connaissent déjà, qui ont déjà aimé ton travail. Et oui, c'est pas l'excitation du mariage avec les 500 invités, mais entre ça et ne pas avoir de clients, vaut mieux faire ça et tu restes top of mind de tes clients. Ça parle à mon petit cœur et tu le sais parce qu'on fait une thématique qui est assez proche quand même. Ce que j'aime bien dans ce que tu viens de nous partager, c'est très simple. C'est que les entrepreneurs que je connais, avec qui je discute, ont tendance à s'épuiser parce qu'elles s'éparpillent en testant plein de choses, mais sans laisser le temps au résultat d'arriver. Parce qu'un résultat, c'est toujours différé, c'est le principe. Un résultat instantané, c'est que dans un jeu vidéo que ça se trouve, donc pas C'est dans la clair. vraie vie. Et j'ai tendance à penser que c'est mieux pour elles de faire des actions plus ciblées avec un pourcentage de réussite plus important, des probabilités de du coup signer des clients plus importants, plutôt que de faire un pari risqué sur l'avenir qui n'est même pas sûr de leur rapporter de prochains clients hypothétiques. Donc, restons la tête sur les épaules, faisons preuve de discernement. Si pour ça, il faut pas suivre le plan en 47 étapes de ChatGPT ou Claude, c'est pas plus mal, probablement. C'est clair. Et au moins, l'effort qui sera fait pour trouver de nouveaux clients, encore une fois, il est plus susceptible d'occasionner des résultats. Du coup, il y a moins d'épuisement et du coup, vous êtes plus à même ensuite de délivrer ce que vous avez promis à vos clients. Parce que c'est ça aussi la question, c'est que un client qui va te recommander, c'est un client qui est satisfait du service que tu lui as rendu. Là, j'enfonce une porte ouverte, j'en ai conscience, hein. Mais à l'heure, quand même, en 2026, où on a du mal à trouver des prestataires pour réaliser des prestations alors qu'on les paye, Mhm. qui sont pas à l'heure, qui te livrent pas ce qu'ils ont promis, voire même qui encaissent ton argent et après qui te ghostent parce qu'ils ont déménagé à l'autre bout du monde. Malheureusement, ça existe. Moi, je vous le souhaite pas, mais voilà. Trouver un bon prestataire, c'est quelque chose du coup de relativement rare et précieux. Et donc, vos clients, si vous travaillez bien pour eux, vont vous recommander sans que vous ayez d'efforts supplémentaires. C'est votre meilleure publicité concrètement. On va pas se mentir, c'est ça. Ben, c'est ça. Puis, tu sais, si tu préfères faire des posts sur des réseaux sociaux que délivrer ce que tu devrais délivrer, ben, change de métier. Tu fais du marketing puis fais des posts sur des réseaux sociaux pour d'autres clients. C'est parce que, tu sais, le cœur de notre métier, c'est de délivrer. Puis, tu sais, c'est là où après, ta réputation va venir travailler pour toi. Je suis tout à fait d'accord. Tu sais, on enfonce une porte ouverte dans ce que tu dis, mais c'est là où ta réputation va venir travailler pour toi et c'est là où, après ça, tu n'auras plus d'efforts à faire parce que les clients vont venir tout seuls par ton positionnement dans ton expertise. Il faut que tu aies un positionnement clair, que les gens, puis ça, tu sais, je sais que nous, entrepreneurs, on déteste ça parce que genre, on peut faire tellement de choses, on peut aider tellement de gens que de nous mettre dans une petite case, dans une niche, c'est difficile, mais ça reste que pour que la personne ait envie de travailler avec toi, il faut qu'elle comprenne en une phrase comment tu peux l'aider. Et ça, c'est hyper important. Et donc, ton positionnement va faire en sorte que les gens vont vouloir venir vers toi. Les études de cas ou les mandats que tu as déjà faits vont parler pour toi. Tu sais, ne serait-ce que si le client te fait un témoignage à la fin, tu as tout gagné, tu peux afficher ça sur ton site web, sur tes réseaux sociaux, etc. Et ensuite, ta réputation, donc le fait que les gens vont te recommander, vont faire en sorte que ça devient un canal d'acquisition qui roule tout seul et qui fait en sorte que tu n'as plus besoin de faire des efforts, voire même tu vas pouvoir créer
ton marché dans le marché parce que tu peux ensuite faire une liste d'attente, augmenter tes prix, sélectionner le type de client avec lequel tu veux travailler. Et voire même, moi, dans l'étape où j'en suis rendu, c'est que moi, maintenant, je réfère des clients à d'autres collègues entrepreneurs et là, je prends une cote sur le service que j'ai vendu. Donc, par exemple, un graphiste qui vend une identité visuelle à 2000 $, eh bien, je prends 10 à 15 sur l'identité visuelle que je lui ai vendue. Je lui apporte le client sur un plateau. Fait que, tu sais, c'est vraiment cet édifice que vous allez construire autour de vos services qui va vous permettre ensuite de générer des revenus. Puis, tu sais, genre, moi, j'ai toujours eu le rêve d'être un infopreneur, de pouvoir travailler seulement 4 heures par semaine, puis d'avoir des revenus qui tombent tout seuls. Bon, j'ai rapidement compris que malheureusement, ce n'était pas à m'apporter facilement autant que le service. Mais par contre, je gagne bien plus en référant des clients sur des services complémentaires à moi ou des gens qui peuvent faire une partie du travail que je pourrais faire avec mes clients parce que moi, je ne suis pas disponible, que mes revenus d'infoproduits. Je vais aussi parler du cas un peu spécifique qui n'est pas le cœur de l'audience, mais ça peut être le cas de certaines personnes qui nous écoutent. Si on lance un nouveau produit ou qu'on vient de lancer son business, je me doute bien que c'est compliqué d'avoir des références d'anciens clients si c'est la première fois qu'on vend sa prestation. Est-ce que tu aurais des conseils à donner, sachant que juste avant, je garde la parole. Justement, je viens de sortir d'un accompagnement avec une cliente qui me disait, je suis dans cette situation, je viens de créer une nouvelle offre. Du coup, j'ai pas de témoignages, j'ai pas de choses à mettre en avant. Et donc, pour rebondir sur ce que tu as dit, je lui ai tout simplement conseillé de faire une étude de cas fictive. Voilà, prendre un cas qui existe ou inventé et faire le déroulé comme tu le ferais dans le cadre d'une prestation pour illustrer à quoi ça ressemble le résultat final. Mhm. Ouais, c'est vraiment super bon. C'est aussi là où on pose la question de est-ce que je travaille gratuitement ou pas, puis à quel point ça vaut la peine de le faire. Bon, déjà, moi, je pars de la base, c'est-à-dire que si tu commences en infoprenariat, ta première des priorités, c'est de trouver un client. C'est pas de faire ton site internet, c'est pas de faire tes réseaux sociaux, c'est pas de faire ton shooting photo puis de dépenser de l'argent, c'est pas de suivre la dernière formation à la mode. C'est de trouver un client qui va avoir besoin de tes services et de ton expertise. Pour ça, si tu n'as personne, si tu n'as pas d'études de cas, on a dit faire du réseautage, faire de la prospection à froid pourrait fonctionner aussi. Dans le cas de la prospection à froid, c'est mieux si tu as une étude de cas, fait qu'à la limite, tu fais une étude fictive ou faire appel à ton entourage. Puis tu sais, c'est sûr qu'au début, tu ne vas pas vendre tes services le même prix que tu vas les vendre dans 3 ans quand tu auras beaucoup d'études de cas. Mais il faut bien commencer à quelque part. Et moi, je ne suis pas fermée à l'idée de travailler gratuitement quand c'est la première fois pour avoir vraiment un cas concret des résultats que tu peux afficher après à des prospects. Par contre, si tu fais du gratuit, très, très, très important de bien délimiter la prestation. Qu'est-ce que ça comprend et surtout, qu'est-ce que ça ne comprend pas? Et ce que ça ne comprend pas peut être après, tu sais, ton étude de cas gratuit peut devenir un client. Et surtout, qu'est-ce que ça demande comme contrepartie qui n'est pas financière à la personne à qui tu vas délivrer ce service? Parce que ce n'est pas gratuit seulement dans ce qu'on appellerait un one-way, un sens unique, c'est-à-dire que tu ne fais pas juste délivrer la prestation. Tu veux que le client après, en échange, te donne son temps et son feedback, son témoignage. Fait que c'est minimalement un témoignage écrit, voire un témoignage vidéo, voire même des références. Tu peux le citer comme référence pour de futurs prospects, des gens qui hésiteraient à travailler avec toi. Et une fois que tu auras délivré cette prestation-là, déjà, tu vas savoir si tu as envie finalement de faire ce service-là ou pas. Parce que des fois, tu le fais puis tu te rends compte que finalement, oh, c'est pas tout à fait ce que je voulais faire, je vais changer, etc. Attention, dans le changement, on ne change pas tous les 4 matins et on fait ça gratuitement tous les 4 matins. Il y a déjà quelque chose, c'est quand même sur lequel vous pouvez construire et vendre, même si c'est à plus petit prix, votre prestation. Puis moi, ce que je faisais à l'époque quand j'ai commencé, c'est qu'à chaque fois que je vendais une prestation, j'augmentais le prix. Puis si j'avais 3 noms d'affilée
après avoir augmenté mon prix. À ce moment-là, je redéfinissais le service pour savoir pourquoi est-ce qu'il vendait plus. Est-ce que c'est la façon dont je l'affichais? Est-ce que c'était par rapport au marché, etc. Fait que, tu sais, oui, j'ai commencé petit, mais j'augmentais à chaque fois. D'où le fait que j'affichais pas mes prix sur mon site web. Alors que maintenant, je le fais parce que je suis très aligné avec mes prix. Mais à l'époque, tu sais pas combien tu vaux sur le marché. Fait que, tu sais, d'augmenter tes prix à chaque fois. Puis, tant que tu es à l'aise avec la valeur, en fait, je dirais pas tant que tu es à l'aise, mais tant que ça t'empêche pas de dormir puis que tu n'as pas l'impression de voler le client, que tu es juste, c'est comme, tu sais, il faut que quand tu donnes ton prix, tu as une petite boule au ventre, un petit pincement au cœur, là, puis tu dis, oh, oh. Puis, c'est une des choses que je dis souvent aux gens que j'accompagne, c'est que tu n'es pas le client de ton offre. Puis ça, c'est vraiment, vraiment super important à comprendre. Puis moi, ça m'a débloqué quand je l'ai compris. Tu sais, il y a deux choses qui m'ont débloqué au niveau de mes prix. C'est lire le livre Ajoute un zéro d'Alex Martel. Ça a changé la façon dont je faisais mes prix. Et de comprendre que je n'étais pas le client de mes offres. Bien sûr que je n'achèterais pas à ce prix-là ce service, mais parce que c'est mon expertise. Tu sais, je veux dire, un photographe ne va pas, quoique il ne peut pas se photographier lui-même, mais je vais prendre l'exemple d'un graphiste. Un graphiste ne va pas payer 2000 $ pour se créer une identité visuelle. Il est capable de le faire lui-même. Moi, 2000 $ pour créer une identité visuelle, c'est tellement un gain de temps et un gage de qualité supérieur à ce que je serais capable de faire que je vais le payer avec grand plaisir. S'il vous plaît, tous les graphistes qui écoutaient cette vidéo, j'ai déjà une graphiste, donc ne m'envoyez pas vos propositions de service, mais vous comprenez ce que je veux dire. Fait que, tu sais, vous n'êtes pas le client de vos propres offres. Puis ce qui est important, c'est la valeur que vous délivrez à votre client. Fait que n'hésitez pas à augmenter votre prix jusqu'à avoir 3 noms. Un nom, c'est pas grave. 2 noms, c'est pas grave. 3 noms, commencez à regarder. Soit rebaisser un petit peu, vous avez trop monté, soit changer la façon dont vous designez votre service. Fait que, tu sais, pour revenir à ta question, Amandine, quand tu commence par ça. Trouver des clients devrait être votre priorité numéro 1. Si vous n'arrivez pas à trouver un client ou vous n'êtes pas sûr de la valeur, trouvez, comme tu disais, une étude de cas que vous faites en réel ou que vous inventez en fonction. Si vous êtes graphiste, c'est facile d'inventer une entreprise puis de lui créer une identité visuelle. Si vous êtes photographe, prenez vos amis puis mettez-les en scène pour le faire. Si vous êtes copywriter, prenez un site qui existe déjà puis refaites la page de vente. À la limite, envoyez-lui comme ça. À la limite, vous trouverez peut-être un client, mais c'est pas grave de trouver des exemples fictifs. Puis trouver des clients, essayez votre service. Et ensuite, quand ça sera fait, que vous aurez généré des revenus, que vous serez payé en premier parce que, tu sais, dans quelle autre entreprise vous accepteriez de travailler sans être payé? Ça s'appelle du bénévolat et on n'est pas une association où on fait du bénévolat. On est là pour se payer. Et ensuite, une fois que vous vous serez payé, vous aurez le temps d'investir vos ressources, que ce soit votre temps ou votre argent, dans la création de votre site, l'optimisation de vos réseaux sociaux, de la publicité, etc. Merci beaucoup de rappeler tout ça. C'est du bon sens, hein, mais c'est tellement éloigné des discours qu'on entend sur les réseaux que je jugeais important de te le faire dire aussi, parce que ça correspond à mes croyances, très honnêtement, voilà, et à la manière dont moi j'envisage le fait de faire tourner un business, le fait de ne pas dépendre d'une seule source d'acquisition. On en parlait, c'était même le fil rouge de l'épisode. C'est ce qu'on appelle la stratégie de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Et là, tu as donné plein d'idées, en fait, de ressources complémentaires à activer. Donc, je vais reprendre pour celles et ceux qui ont décroché. Si vous en êtes à l'étape du lancement de votre business ou du lancement d'une nouvelle offre, la stratégie, c'est qu'il n'y a pas de stratégie. Il faut juste trouver un client. Voilà, le premier. Et après, vous verrez pour adapter au fur et à mesure. Si vous êtes un peu plus avancé dans votre parcours, l'idée, c'est de tester plein de canaux d'acquisition différents pour voir, ce qui fonctionne pour vous, deux, là où vous vous éclatez aussi, parce qu'on est le chef de notre propre entreprise. Probablement que c'est parce que le petit chef qui micromanage au-dessus de son épaule, c'était pas trop notre dada. Les clients qu'on n'a pas choisis, ça pouvait être un peu compliqué. Et Christelle de la compta qui montre les photos de son chat, bon, au bout d'un moment, c'était pareil, pas l'objectif de vie, tu vois, bon, voilà. Mais on n'a pas à être pour autant notre pire patron. Mm-hmm. Donc, si on en est là et qu'on a un business qui tourne un petit peu, mais qui ne permet pas encore d'en vivre exactement comme on voulait, c'est d'expérimenter
avec une posture d'ouverture. Et j'aime bien quand tu dis qu'on fait des essais, mais c'est pas forcément des échecs. Voilà, c'est des essais. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir si ça marche ou pas. On a forcément soit un résultat, soit une réponse. Fait que, tu sais, soit on gagne, on décroche un nouveau client, soit on sait que la stratégie est à ajuster, puis on regarde où est-ce qu'elle est à ajuster. Et comme on est prestataire de service, comme tu le disais, rapidement, on arrive à un plafond parce qu'on vend son temps quand on délivre son offre. C'est le principe de la prestat de service. Et on en arrive à la phase qui, toi et moi, nous intéresse particulièrement, qui est la systématisation d'une partie du business. Ce qu'on appelle systématisation, ça peut faire peur aux non-initiés, mais vous inquiétez pas, on maîtrise le sujet. C'est tout simplement de dire quelle stratégie on met en place de manière semi-automatisée ou complètement automatisée pour prendre en charge une partie des tâches qu'on a à faire dans le quotidien. Parce que c'est ça la question. Typiquement, ça n'a pas à être compliqué. Ça peut être juste un lien de prise de rendez-vous automatique qui est coordonné avec votre agenda, hein. Déjà, rien que ça fait gagner un temps fou et un C'est petit peu clair. de crise de nerfs. Donc, on peut commencer tout simplement par là. On peut commencer par une page de vente qui n'a pas à être sur un site internet, mais qui cherche à convaincre votre prospect de votre expertise pour vous. Mhm. Et après, effectivement, ça peut être des automatisations plus poussées, en passant par des logiciels comme Make, avec de la configuration, etc. Bon, voilà. Mais ça va pas être une usine à gaz tout de suite. Et surtout, je pense que c'est important de rappeler que avant de chercher à mettre en place un système, il faut s'assurer qu'il ait fonctionné avant. Oui. Ah, combien de gens. Puis il y a une époque où je vendais mes services en automatisation, puis les gens venaient, puis t'es comme, j'ai besoin de telle automatisation, puis je suis comme, OK, c'est quoi ton process? Ah, ben j'en ai pas. Je suis comme, OK, mais on va pas automatiser quelque chose qui est pas processé déjà et qui fonctionne. Puis, tu sais, je dirais même que moi, je suis rendu à une nouvelle étape dans ma vie parce que j'ai beaucoup automatisé. Et maintenant, je me dis, OK, avant d'automatiser, comment est-ce que je peux simplifier avant d'automatiser? Parce qu'après, tu te retrouves avec une farandole d'automatisation qui ont besoin d'être mises à jour, etc., qui peut prendre du temps. Puis, tu sais, surtout dans la face, tu sais, je dirais, rappelle-toi de pourquoi est-ce que tu veux devenir entrepreneur parce que l'envers de la médaille quand ça fonctionne, c'est que tu peux vite devenir prisonnier de ton business et de se rappeler pourquoi à chaque fois on l'avait fait, c'est de pouvoir aller prendre une marche le jeudi après-midi parce que tu es libre de ton horaire, de pouvoir voyager. Combien d'entrepreneurs me disent Valentin, moi je suis devenu entrepreneur parce que je veux voyager. Puis je suis comme OK, c'est quoi les voyages que tu as fait dans la dernière année? J'en ai pas fait. OK, pourquoi? Parce que tu avais trop de travail. Fait que de se rappeler pourquoi on veut le faire et de designer la business autour de nos ambitions et non pas de designer nos ambitions pour rentrer dans le cadre qu'on s'est créé avec la business. Merci de le rappeler. Je le dis aussi souvent à tous ceux qui veulent m'entendre, même ceux qui veulent pas m'entendre d'ailleurs. C'est pas grave. Mais se rappeler pourquoi on fait les choses, ça permet de se reposer pour avoir l'énergie de continuer à le faire et à le faire bien sans s'épuiser. Et comme tu disais, ça soutient la vie de ses rêves. Mais pour ça, pour avoir le temps de se projeter et de se dire, attends, mais pourquoi j'étais dans l'entrepreneuriat déjà et où j'en suis où, machin. Ça, tu ne peux le faire que si tu sors un petit peu la tête de l'opérationnel. Mhm. Parce que si tu es tout le temps dans la tête dans le guidon, en train de délivrer, en train de galérer, en train de courir après le prochain client et tout, tu peux plus. Donc, si aujourd'hui, la question n'est pas de savoir comment trouver son prochain client, mais plutôt comment sortir la tête de l'eau parce que en fait, on est full booké jusqu'à la fin de l'année, voire même courant 2027, bah, la prochaine étape pour vous, c'est peut-être juste de vous dire, est-ce que c'est ça la vie professionnelle entrepreneuriale que j'avais envie de vivre ou pas? Et si la réponse c'est ou pas, je pense qu'il faut aller discuter avec Valentin. Venez dans mon infolettre, on va en parler. Donc, je mettrai le lien de l'infolettre de Valentin, évidemment, dans la description de l'épisode, avec la description de tout ce qu'on a évoqué jusqu'à maintenant, les livres que Valentin a recommandés, etc. Si on veut te retrouver, si on veut te suivre, où est-ce que tu es? Bon, alors j'ai quand même un compte Instagram où je publie quelques stories de temps en temps. Le meilleur endroit, c'est sincèrement l'infolettre. J'écris plusieurs infolettres par semaine sur ma vie entrepreneuriale et
le chemin que ça peut faire parce que l'entrepreneuriat, je le vois vraiment comme un voyage et comme un chemin. Et ce que je voulais il y a 5 ans n'est plus la même chose que ce que je veux aujourd'hui et je me permets de réorienter ma business pour ça. Si jamais le sujet vous a intéressé et que vous vous dites j'aimerais vraiment ça en savoir plus, j'ai un webinaire préenregistré sur comment faire 100 000 par année avec moins de 1000 abonnés sur toutes les plateformes confondues. Amandine vous mettra le lien juste en dessous. Avec grand plaisir. D'ailleurs, je pense que dès qu'il sera sorti, je vais aller le regarder aussi pour prendre mes petites notes. En tout cas, je voulais te remercier, Valentin, pour le temps que tu nous as accordé aujourd'hui, pour tout ce que tu nous as apporté comme valeur et comme contenu, parce que c'est toujours un excellent moment que je passe en ta compagnie. Mais là, je pense que tout le monde t'a découvert et surtout est conscient qu'il y a mille et une façons différentes d'arriver au résultat souhaité. Il n'y a pas une seule recette, c'est le message que je porte avec ce podcast. Et donc, merci d'avoir mis ta pierre à l'édifice et d'apporter ton expérience comme support concret de cette valeur qu'on porte tous les deux. Merci à toi. J'ai passé un excellent moment en ta compagnie et je pense que tes auditeurs aussi vont passer un excellent moment en l'écoutant. J'ai une dernière petite question piège. C'est, Oui. est-ce que tu as un dernier mot à partager avec mes auditeurs et mes auditrices? Ouais, le dernier mot que j'aurais envie de partager, c'est que notre business n'est pas nous. Dans le sens où, puis ça, c'est très difficile, surtout quand on commence, dans le sens où on va avoir tendance, puis c'est normal, on l'a tous fait quand on commençait, mais je pense que ça fait du bien de se le faire dire, à rattacher les résultats de notre entreprise à notre valeur, alors que ce sont 2 choses extrêmement différentes. Des résultats, ça vient d'actions qui viennent eux-mêmes peut-être de stratégies qu'on vient de mettre en place et rien n'a la valeur de l'humain qu'on est. Déjà, on est multifacette. L'entrepreneuriat n'est seulement qu'une facette de notre personnalité. Et ensuite, c'est pas parce qu'une action dans notre entreprise ne fonctionne pas, c'est pas parce que on a reçu un commentaire sur un post qu'on a écrit que ce commentaire vient s'adresser à nous comme humains. C'est juste un reflet de ce que la personne dans l'état dans lequel elle était en ce moment a vu et a posté sur les réseaux sociaux. Et c'est un message de notre entreprise qu'il faut tenir compte, mais à la fin de la journée, c'est toujours bien juste notre travail et faut savoir, faut apprendre à prendre le recul nécessaire par rapport à ça. Puis, tu sais, quand on commence, on mange business, on dort business, on fait tout business, ce qui est normal parce qu'on a la passion et parce qu'on veut que ça fonctionne. Mais, tu sais, profitez-en parce que c'est un moment qui, moi, j'ai adoré. Mais quand ça va mal, rappelez-vous que c'est seulement une seule facette de la personne que vous êtes et ça ne reflète en rien la valeur de l'humain que vous êtes. Je pense que c'était le message parfait pour clôturer l'épisode. Donc, merci encore pour ta présence. C'était tout pour aujourd'hui. Je vous laisse pour un nouvel épisode la semaine prochaine sur Lady Boss Mode On.